Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver cette semaine, une semaine où il fait chaud chez nous, j'espère que chez vous aussi. On a un été bizarre, je trouve, en ce moment. Ouais, il pleut pas mal. Il pleut pas mal, mais là il fait chaud quand même, donc ça va. Parce que nous, quand même, on habite dans le sud et il a pas fait beau tout mai, tout juin, alors que d'habitude l'été commence en mai. Donc, Ça me fait penser à une anecdote pour les plus anciens sur le podcast. Vous devez vous souvenir, l'an dernier, un de nos premiers épisodes, on l'avait enregistré les fenêtres ouvertes parce que vraiment on crevait et vous entendiez les cigales en fond parce qu'à l'époque le micro c'était nos débuts aussi, donc déjà on avait enregistré fenêtres ouvertes, ce qu'on fait plus du tout aujourd'hui, et en plus on avait la sensibilité du micro qui était assez forte, du coup vous entendiez les cigales en fond, ça faisait vraiment podcast du sud. Maintenant on a level up un petit peu, on a la clim. On est aussi dans la clim pour le podcast. Je vous cache pas que c'est beaucoup mieux d'enregistrer avec la clim, quoi. C'est vrai qu'on meurt moins. On va passer au boom anecdote de cette semaine. En vrai, on n'a pas tant que ça. Moi, je sens bien que le monde tourne un peu au ralenti. Ouais, les gens sont en congé, il se passe pas grand-chose. Donc, t'en as une, toi, peut-être? Ouais, j'en ai une petite au boulot. Encore une anecdote qui me rappelle à quel point je vais être content à la fin de l'année de quitter ce job, parce que franchement, ça m'arrive vraiment pas souvent de m'enfader au téléphone avec un client, mais là, ça m'est arrivé cette semaine. En plus, même pas pour un des clients de mon portefeuille, mais pour le portefeuille de ma binôme. C'est vrai que toi, tu gardes vachement ton calme. Des fois, quand il est en télétravail, vraiment, je sais pas comment il fait pour garder autant son calme. Moi, je pense que je perds plus rapidement mes moyens que toi, vraiment. Parce que de 1, ça sert à rien de s'énerver, et de 2, en fait, si vous avez quelqu'un qui est un peu agressif ou vindicatif face à vous, si vous restez de marbre, en fait, la personne elle va vite se calmer, parce que, en fait, pour s'énerver, il faut être 2. Ça, c'est un truc que j'avais appris un peu c'est une technique de négociation, un peu en neurosciences, tu vois, c'est que, tu peux pas t'engueuler avec quelqu'un tout seul, tu vois, c'est un truc bête, mais je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui vous embrouille sur la route, à moins que vous tombez sur un fou, ce qui peut arriver aussi, mais si vous tombez sur quelqu'un de normal qui a juste un peu pété les plombs, si vous énervez pas, il va finir par se calmer, en fait. Et du coup, j'applique souvent ça dans mon job, mais là, vraiment, c'est un manque de respect qui était trop important pour que je le laisse passer. Alors là, pour une fois, je suis sorti de mes gonds, ça arrive quasiment jamais. Et en gros, pour le faire assez simple, ma binôme est en congé, et le service crédit, comme d'hab, vous savez à quel point je déteste les services crédit. Je sais plus si je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais dans la hiérarchie sociale, en fait, vous avez les SDF, et juste en dessous, vous avez les gens qui bossent au service crédit des banques. Du coup, encore une fois, leur faute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, surtout? Ouais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, plutôt, comme d'habitude. En fait, il y a un dossier qui avait été signé par ma binôme avec les clients, donc les offres de prêt qui devaient être retournées, et il devait y avoir une signature qui devait avoir lieu cette semaine, donc chez le notaire. Donc il fallait pour ça que les offres retournent au service crédit, qu'ils les valident et qu'ils débloquent les fonds en faisant le virement chez le notaire. Lundi, les clients s'affolent un petit peu, ils peuvent pas appeler ma binôme parce qu'elle est en vacances, du coup ils appellent nos assistants. Les assistants viennent vers moi en me disant « Ah mon Dieu, catastrophe, les clients ils doivent signer jeudi, le service crédit veut pas débloquer parce qu'apparemment les offres sont mal signées. » Et en fait, je me rends compte que ça fait déjà 10 jours qu'ils savent que les offres sont mal signées, qu'ils ont envoyé un mail à ma binôme qui est bien sûr en congé. Et en fait, ils battent les couilles complètement de voir qu'elle est en congé, parce qu'en fait, ils le voient quand ils envoient. Ils ont certes des boîtes mail de groupe où ils ont tous accès dans le service, mais ils voient les retours de mail quand il y en a un qui envoie et que ça revient parce que c'est en vacances. Et en fait, ils sont complètement foutus. Ils se sont dit, en gros, c'est pas notre problème. Et ils se sont pas dit que c'était pas mal d'avertir soit les assistants, soit de m'avertir moi, son binôme, que il y avait un souci sur les offres de prêt. Du coup, c'est nous qui nous en sommes rendus compte en téléphonant au service crédit cette semaine. Enfin, ça, c'est l'assistant qui s'en est occupé. Et en plus, il a été plutôt mal reçu. C'est-à-dire qu'en gros, la gonzesse qui est au service crédit, elle était presque là en mode, franchement, tu me fais chier, j'ai autre chose à foutre que répondre à tes questions. Donc, autant te dire qu'on était déjà tendu dès le début.
Et bon, j'essaie d'aplanir le truc, je sais que ça sert à rien de m'enfader avec le service crédit, je dis bon c'est pas très grave, c'est pas la première fois que ça m'arrive, parce que maintenant ça fait quand même 5 ans que je suis dans la boîte, donc j'ai un peu tout vu, j'ai la solution, normalement ils veulent absolument les originaux pour débloquer, là on va seulement faire avec les copies scannées, donc charge au client de nous signer les documents le plus rapidement possible, de nous les scanner pour qu'on les ait au moins, on va dire la veille de la signature chez le notaire, et en faisant ça on pourra débloquer et le notaire aura les fonds le lendemain. Enfin bon, ça me demande un peu d'administratif, parce que vous imaginez bien, pour ce genre de truc, il faut demander l'avis de X personnes à l'intérieur. Donc bon, je m'occupe de tout ça, je fais ça bien, je téléphone au client, je m'excuse, je leur explique un peu le cas de figure. Effectivement, c'est pas de la faute du client, c'est de la faute du service crédit. Je leur donne un peu les tenants aboutissements, et en fait, j'appelle monsieur. Derrière, je sens que madame est un peu énervée, tu vois. Mais bon, écoute, ça arrive. Ils me disent qu'ils sont en vacances, qu'ils reviennent demain. En plus, il faut faire signer leurs enfants aussi, parce que c'était une LCI où ils étaient 5. Et ils me disent que moi, il n'y a pas de souci, ils me renvoient les offres demain. Je fais bon, ben parfait, je vous fais un mail, et voilà. Normalement, tout devait s'arrêter là, et ça devait bien se passer. Sachant que honnêtement, je me suis un peu décarcassé quand même pour que ça se passe bien. Et en fait, le lendemain matin, je pense que les clients, ils avaient un peu vu rouge pendant la nuit. Enfin, bref, je pense que je les ai pris un peu de court. Et le lendemain matin, ils étaient super énervés. Et en fait, il m'appelle et il commence à un peu m'incendier en disant que à chaque fois c'est pareil, que c'est n'importe quoi, etc. Sauf qu'en fait, moi je suis pas leur conseiller. Enfin, c'est moi qui récupère entre guillemets le bébé, qui essaie un peu d'aplanir les choses. Et en fait, ils me mettent sur moi toute leur mauvaise humeur et à quel point ils sont déçus que ça se passe pas bien, etc. Presque en me disant que c'est parce que c'est avec moi que ça se passe pas bien, alors qu'avec ma binôme tout va bien. Alors que je suis là en mode, bah vous savez, en fait, c'est juste la faute du service crédit. Si elle avait été là, ça aurait été pareil, quoi. Donc déjà, je commence un petit peu à perdre un peu patience. Non, pas spécialement, je dirais 65, si un petit peu 65, 70 ans, c'est pas non plus des grands-parents, tu vois, mais bon, ça, ils ont un certain âge. Et du coup, on s'explique un petit peu au téléphone, je mets un peu les formes, je m'excuse, je dis oui, c'est la faute du service crédit, etc. Ils me disent quoi? Ils me disent non, mais c'est facile de dire que c'est la faute des autres, etc. Vous assumez rien le crédit agricole, etc. Ouh, là je commence à un petit peu perdre patience. Je me dis bon, on va essayer de faire tourner court un peu la conversation, parce que bah de toute façon honnêtement ces clients je m'en fous un petit peu, et en fait j'aurais déjà rendu vraiment service en faisant en sorte qu'on décale pas leur signature, parce que si j'étais en mode je m'en bats vraiment les couilles, j'aurais dit bah c'est pas grave, ils re-signeront les offres et puis leur notaire il décalera une date dans 15 jours et tant pis pour eux, tu vois. J'aurais pu le faire comme ça, et je pense que finalement j'aurais dû le faire vu comme ils étaient pas sympas. Et au final ils me disent bon ben nous on va faire l'effort, sauf qu'on peut pas scanner les documents parce qu'en fait on n'a pas de scanneuse. Donc bref, débrouillez-vous. Oui, parce qu'en fait c'est des vieux, mais bon je sais pas, ils ont 3 enfants qui en plus ont signé les offres, 3 enfants qui travaillent, qui ont forcément accès à un scanner, mais bon bref, ça c'est leur problème à eux. Et ils me disent donc là on veut absolument que cet après-midi vous soyez à telle agence pour qu'on vous voit, qu'on fasse un rendez-vous ensemble et qu'on vous redonne les offres. Alors bonsoir, non. Exactement, j'étais là non, c'est absolument pas possible, parce qu'en fait cet après-midi j'ai des rendez-vous et je peux pas les faire. Mais ils pensent que quoi que je suis à leur service en oui, fait. Voilà, c'est ça. Ils pensent vraiment que je suis à leur service, et du coup je leur dis non, je suis désolé, j'ai d'autres rendez-vous. Et elle me dit ah non, mais à ce moment-là vous annulez les autres rendez-vous. Je dis ah, écoutez, je vais vous expliquer. Alors là, je vous ai rendu service. Donc là c'est le moment où je perds mon calme. Tu vois, je lui explique que là, je leur rends service parce que normalement, on aurait dû décaler la signature chez le notaire à une autre date. Que j'ai fait des pieds et des mains en interne pour que j'ai les accords pour qu'on puisse débloquer quand même. Que je me suis débrouillé pour que tout suive et que on puisse faire le virement chez le notaire au plus tard le jour où il devait signer. Et que en fait, je me suis bien émerdé pour que ça se passe bien. Et je comprends que c'est pas de leur faute, mais en réalité, à partir du moment où j'ai constaté l'erreur, moi j'ai fait le maximum pour que ça se passe au mieux. Et que donc en fait ils n'ont pas de raison de me pourrir. Et ils n'ont pas voulu l'entendre, le ton est monté. Parce que je pense qu'en fait, tu vois, c'est souvent les gens ils en ont rien à foutre, ils regardent leur petit nombril et tu vois ce que tu peux leur baragouiner, non mais complètement. Ils s'en fichent, tu vois. Complètement. Du coup, là pour le coup, j'ai choisi de pas rester de marbre. Je me suis bien énervé en leur rappelant un peu leurs 4 vérités, et que bah limite s'ils étaient pas contents, j'annulais leurs offres de prêt, ils allaient ailleurs. À un moment donné, il faut faire le rapport de force, tu vois. J'ai des mort sur vous, en fait. Exactement, en tout cas sur votre projet immobilier, visiblement. Et en fait, du coup, comme d'habitude, à un bout d'un moment, quand tu montes un peu le ton aussi, normalement, derrière, quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les arguments, ils se redescendent. Donc bon, bref, à la fin, ça s'est calmé. Mais en fait, encore une fois, ça me rappelle que c'est complètement stupide d'incendier son conseiller bancaire, tu vois. Enfin, je veux dire, vraiment, ne le faites pas. Je m'énerve jamais contre les gens comme ça, parce qu'en fait, c'est souvent pas de leur faute. Et normalement, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'un... Moi, dans l'histoire, je suis qu'un rouage qui
qui intervient relativement tard dans cette histoire, qui n'est absolument pas à l'origine de la faute et qui essaie de me décarcasser pour que ça se passe bien. Si je me fais pourrir, en fait, je les envoie se faire foutre royalement et ils se démerdent, quoi. Donc j'ai quand même géré le truc jusqu'au bout, ils ont pu signer, mais bon, j'aurais pu faire le truc bien, d'appeler, de savoir si c'était bien passé. Là, franchement, j'aurais juste fait un mail en disant c'est bon, les offres ont été reçues, les fonds sont débloqués et démerdez-vous, quoi, en gros. Donc bref, c'était ma boom anecdote de la semaine, parce que finalement, comme tu l'as fait remarquer, c'est vrai que c'était pas mon point central au début, mais bien évidemment, c'est des boomers. Et ça me rappelle encore une fois, tu vois, c'est la morale, c'est qu'on a toujours dit, soyez sympa avec votre conseiller bancaire, parce que tu vois, ces clients-là, c'est pas mes clients, mais si un jour ils me demandent le moindre service, du type une rétrocarte ou j'en sais rien, enfin un geste sur leurs frais bancaires ou autre, je peux te dire que... Ils vont se faire voir chez les Grecs. Ah ouais, je leur dirai poliment, mais en tout cas, ils auront rien de moi, quoi, ça c'est certain. Est-ce qu'on a des questions cette semaine ? Je crois que oui. Oui, alors on a une question cette semaine, c'est sur les ETF. Ouais. Alors une question de savoir pour faire un DCA s'il faut choisir des ETF, parce que bon, quand vous faites du DCA, vous pouvez faire du DCA sur plein de choses, sur des actions, des obligations, des cryptos, et après vous pouvez choisir des ETF avec à l'intérieur de ces ETF des thématiques avec que des actions, que c'est un certain type d'action, qu'un certain marché, enfin vous pouvez vraiment tout choisir. Et j'avais une question cette semaine d'un de nos auditeurs qui me demandait qu'est-ce que je choisirais si je devais faire un DCA assez simple avec une petite somme toutes les semaines qui vient s'ajouter sur mon compte. Qu'est-ce que je choisirais, étant donné que comme les montants sont pas énormes, c'est pas forcément intéressant de faire des actions, parce que souvent on aura des fractions d'actions, alors même s'il y a des plateformes qui le permettent, c'est pas toujours le mieux. Moi effectivement j'ai conseillé de passer plutôt par un ETF, et moi j'aurais diversifié sur 4 ETF. Alors le très classique, le MSCI World, parce que c'est l'ETF qui permet d'avoir en fait toutes les actions du monde. Ouais. Donc en fait au moins vous êtes sur l'intégralité des marchés, et en termes de cash return on est environ à 9-10% par an à peu près. C'est bien ça, parce que tu peux avoir tous les pays du coup, même les Exactement. Ça veut dire que si les marchés... Je sais pas qu'on pouvait avoir accès à ça en France. Si, tu peux avoir accès dans n'importe quel compte titre. Ah ouais ? Ouais. Ok. Complètement. D'accord. Je ne me souviens plus de la société de gestion par contre, mais je crois que c'est MSI justement. Mais ça coûte cher les frais, non ? Non, justement, c'est comme ça un ETF, ils sont très peu chers, je crois que c'est 0,20 ou 0,23, un truc comme ça, enfin c'est pas cher pour des frais d'ETF, sachant que sur ton compte titre, t'as quasiment pas de frais. C'est sur les PEA où on peut pas avoir des trucs Oui, c'est sur le PEA, parce que le PEA c'est orienté Europe. Ouais, okay. Alors que là, si t'es dans un compte titre, tu peux tout à fait avoir du MSCI World. Du coup, vu que les US performent souvent beaucoup mieux que l'Europe, j'aurais conseillé en deuxième ETF de prendre par exemple du Nasdaq, qui est qui progresse très bien, avec un cash return de malade sur les dernières années. Alors c'est toujours, on peut dire à un moment donné ça va se retourner. Bon bref, en attendant pour l'instant le Nasdaq qui continue de pousser. Et j'aurais pris ensuite un ETF, alors soit sur le S&P 500, soit sur le Dow Jones, en fonction un peu de l'affinité, donc pour prendre un deuxième indice américain, parce que c'est bien d'être assez exposé aux États-Unis, surtout si c'est sur un DCA, on va dire, pour vous créer une petite épargne, vous n'avez pas des objectifs de zinzin, ça vous permettra de vous diversifier un peu de votre cash en euros. Et en dernier ETF, j'aurais mis justement plutôt un ETF européen ou français, plutôt à optique au dividende. Donc il y en a un, je me souviens plus exactement du nom parce qu'il a un nom un peu barbare, mais s'il y a besoin, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et effectivement, c'est un ETF qui s'oriente en fait sur des actions qui distribuent beaucoup de dividendes, ou en tout cas un dividende élevé de manière régulière. Et ça vous permet justement de vous diversifier sur plein d'actions différentes qui payent du dividende, et donc d'avoir un ETF qui a aussi un taux de rendement assez intéressant. Okay. Qui va être entre 6 et 8% à peu près, sauf que vous êtes sur des dividendes, donc vous allez être moins exposé, on va dire, aux grandes fluctuations de marché. Ok, bon, c'est intéressant. Ok, bon, passons au thème de l'épisode du jour. On vous fait des sujets light en ce moment, je sais pas si vous avez... on sait que c'est les vacances, on voit que c'est l'été. Rien de technique. Tout le monde ne va peut-être pas au travail. En plus, des fois, si vous êtes sur la plage, c'est peut-être pas le moment de sortir l'épisode super lourd sur pourquoi vous allez finir ruiné en restant en euros. Non, celui-là, on le prépare pour la rentrée. Et si, peut-être juste avant de démarrer l'épisode, un rapide petit point crypto. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé dans ce podcast. Ouais, qu'est-ce que ça donne en ce moment les cryptos ? Toujours pareil, depuis on va dire février-mars, on est toujours dans plus ou moins une latéralisation avec des hauts et des bas. Après, vous avez dû suivre un petit peu l'actualité. Je crois que j'en avais parlé il y a 2 épisodes quand il y avait eu le Donald qui nous a fait. Ouais, Donald qui a eu une balle qui lui a littéralement frôlé l'oreille. Autant vous dire que quand vous étiez investi sur crypto, vous avez respiré un grand coup et vous avez eu le cœur à 180 BPM.
mais heureusement, bien se passer, il était toujours vivant. Donc là, en plus, il y avait la grande convention Bitcoin, qui est une espèce de convention américaine où il y a des annonces. En général, c'est là où des nouveaux projets peuvent essayer d'avoir des levées de fonds et que les gros projets en cours, par exemple Solana, Ethereum, vont pousser un peu leur blockchain et dire les prochaines nouveautés qu'ils vont avoir. Et c'est souvent intéressant parce que vous avez des politiques qui peuvent venir prendre la parole. Je crois que Donald Trump doit le faire. Alors, nous, on enregistre moi, j'avais lu qu'il devait justement parler ce soir à 21h, nous on enregistre le samedi. Donc bon, on verra ce qu'il dit. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, quand il parle, ça fait pumper. Je suis pas forcément sûr que c'est à l'issue de ce week-end et de la semaine prochaine qu'on va enfin casser plus ou moins le plafond qu'on s'était créé. Parce que du coup, au niveau du bull run, on en est où? Enfin, là, en fait, on a... Difficile à dire. Ouais, là on a latéralisé. C'était pas plus mal parce qu'en fait on avait monté en ligne droite de genre septembre à février, ce qui était bien pour nos portefeuilles, mais ce qui était assez mauvais en termes de logique parce que quand tu montes comme ça trop vite en ligne droite, forcément le marché respire et ça redescend. On n'est pas redescendu tant que ça en soi et on a beaucoup latéralisé, donc on a fait un peu des jeux de ping-pong avec à chaque fois c'est toujours pareil, hein, je sais pas si vous avez déjà entendu ce type de citation, mais grosso modo on considère que quand vous êtes en marché haussier, quand vous avez des bonnes nouvelles, elles sont amplifiées à la hausse et les mauvaises nouvelles sont, on va dire, plutôt plus absorbées par le marché de manière plus light. À l'inverse, quand vous êtes en marché baissier, les bonnes nouvelles font des petits rebonds locaux, on va dire. Et les mauvaises nouvelles par contre peuvent faire des creux de marché de 10-15% d'un coup. Donc c'est pour ça que là en ce moment, en fonction des bonnes et des moins bonnes news, vous avez les cours qui montent ou qui baissent. On est à peu près dans un espèce de grand range qui sur le Bitcoin il doit faire à peu près 15-20 000 $ à peu près entre le plus haut et le plus bas, et ça latéralise, ça permet je pense à ceux qui n'avaient pas eu le temps de rentrer de continuer à rentrer un petit peu, surtout sur les altcoins où sur certaines d'entre elles vous avez des prix intéressants. Après c'est toujours pareil, diversifiez-vous, rentrez progressivement, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué en vous disant que ça y est parce que le marché a pris 10%, vous allez devenir milliardaire. Et faut être patient. Moi j'espérais sortir des cryptos avant la fin de l'année. Je me dis que ça sera peut-être un peu plus long, sans doute janvier, février, mars 2025, on verra. Quoi qu'il arrive, on reste à l'écoute dans ce podcast et on vous en dira plus quand il se passera un peu quelque chose. Parce que voilà, la réalité du marché, c'est que même si il se passe pas grand-chose, c'est ça exactement, ça latéralise. Ok. L'épisode du jour, du coup, on voulait vous faire, vous parler du coup des métiers qu'il faut, choisir son métier pour investir, c'est le titre de l'épisode normalement. Et on trouvait ça intéressant du coup d'en parler parce que peut-être déjà il y a des jeunes qui ne savent pas quel métier faire. Et nous qui avons du coup maintenant plusieurs années d'expérience dans nos métiers respectifs et qui sommes avancés dans l'investissement, on pense avoir quand même assez de recul pour voir ce qui peut être intéressant pour investir. Et après, on vous parlera de ceux qui sont pas dans les catégories qu'on citera et du coup la stratégie à adopter quand on se retrouve justement dans ces métiers-là. Ouais. Et je pense même que un peu la logique de cet épisode et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est souvent une question qu'on a pu avoir, notamment des auditeurs les plus jeunes ou qui sont encore en études ou qui doivent reprendre des études, qui se demandent un petit peu, ils veulent faire un métier en lien avec l'investissement qui peut leur permettre d'aller plus vite, qu'est-ce qu'ils peuvent choisir? Là, on a essayé de voir un peu tous les métiers plus ou moins en lien avec l'investissement, ou en tout cas qui peuvent vous donner une longueur d'avance sur les autres et dont vous pouvez aller les chercher dans différentes thématiques. On a plutôt des métiers manuels ou alors des métiers très intellectuels. C'est l'avantage dans l'immobilier, c'est que vous avez les deux. Après, forcément, les métiers manuels, vous allez être orienté très immobilier en termes de classe d'actifs, alors que les métiers du conseil, vous pouvez un petit peu investir dans autre chose, dans des actions, dans des boîtes, sur les marchés financiers. Après, c'est toujours pareil, pour tous ceux qui vont pas être dans des métiers en lien avec ça, on peut penser aux métiers de la santé, on peut penser à simplement des métiers, je sais pas moi, graphistes, DRH ou autres types de métiers qui sont totalement à l'extérieur. En fait, ça c'est encore un peu différent parce qu'au final, est-ce que votre métier, vous pouvez encore le tenir assez pour mettre en place une stratégie d'investissement et la pousser sur quelques années, ou est-ce que votre métier est intenable, il faut que vous en changiez, ça peut valoir le coup de vous rediriger vers un métier d'immobilier aussi. Après, il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi l'investissement d'une manière générale, les classes d'actifs, etc. Oui. Juste, il n'y a pas de bonne réponse. Je veux dire, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients, mais il y en a quand même qui ont des prédispositions. Qui sont assez fortes. Et je pense qu'il y a un conditionnement quand même à avoir. Par exemple, moi, dans le mien, typiquement, il y en a plein qui ne pensent pas à l'investissement, alors que pourtant...
c'est les rois du conseil là-dessus, Oui, donc c'est ça. on en parlera un peu plus. C'est ça. Et après, je pense que aussi le plus important à retenir, c'est que là, on va pas du tout parler de l'aspect bancaire. Parce qu'on on a échangé ensemble avec Marie dans le début de l'épisode parce qu'on pouvait dire que certains métiers avaient des avantages pour emprunter. En réalité, c'est plus une question de statut qu'une question de secteur d'activité. C'est plus une question de statut, donc soyez en CDI ou alors si vous êtes à votre compte, que ça le soit depuis au moins 3 ans. Et puis surtout, le plus important, c'est d'avoir des bons revenus. Mais là, encore une fois, des bons revenus, ça dépend pas du métier, ça dépend de votre situation personnelle. Parce que si par exemple, je prends un petit peu d'avance sur l'épisode, mais si on parle par exemple, on compare un électricien avec un avocat, vous avez des cas de figure où l'électricien il va gagner mieux sa vie qu'un avocat, parce qu'un jeune avocat qui démarre en province en pénaliste, il va être quasiment payé au SMIC, alors qu'un électricien à son compte depuis plusieurs années, il peut gagner 4-5 000 euros par mois. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Donc c'est pour ça que, en tout cas, l'aspect bancaire et financement de vos projets, on n'en parlera pas trop dans cet épisode. Commençons par la première catégorie de métier. Bon, c'est la plus simple du coup pour nous parce que c'est la nôtre. C'est tout ce qui est métier de conseil. Donc là, on a mis avocat, expert comptable, notaire, banquier, gestionnaire de patrimoine. On peut mettre courtier aussi dedans, je pense. Ouais, c'est vrai, courtier, on n'y avait pas pensé. Ouais, tous ces métiers-là, il y a quoi d'autre en conseil Je pense que c'est déjà bien. C'est déjà bien, on a fait le tour. Après, les juristes d'une manière générale, les comptables d'une manière générale, toutes les sous-catégories. Oui. Ça font partie des métiers de conseil. Et alors, je vais donner mon avis du coup sur les métiers de conseil. Bon, le premier avantage, c'est que forcément, vous êtes vite rodé sur les aspects techniques, surtout par exemple tout ce qui est fiscalité, etc. Vous avez normalement la formation et les capacités intellectuelles pour comprendre et assimiler rapidement les informations. Moi, je trouve juste l'inconvénient, c'est que c'est des métiers qui sont longs d'études. Généralement, on rentre pas tôt dans la vie active. Et souvent, c'est des métiers qui sont très prenants. C'est-à-dire que moi, je fais volontairement peu d'heures, mais je viens aussi. Mais je suis pas trop content de le savoir. J'ai un de mes très bons amis qui fait le même métier que moi, et lui, pendant longtemps, il a énormément travaillé à faire des nocturnes, etc. Donc après, ça dépend ce qu'on veut. Mais moi, une fois que j'avais tourné mon œil de simple comptable vers l'investissement et tout ce que je pouvais comprendre, et à chaque fois que du coup j'apprenais quelque chose, je me disais ça pourrait peut-être me servir, et c'était 2 fois plus facile pour moi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur plusieurs points que tu as évoqués, parce que c'est vrai que dans ces métiers-là, tu as la capacité par exemple à comprendre la fiscalité plus facilement. Oui. C'est souvent parce que tu vas avoir des bases de fiscalité dans tes études. Après, moi je l'ai déjà vu dans ces métiers-là, c'est pas parce que tu es formé sur un certain domaine de fiscalité que tu es forcément un fiscaliste expert de ta fiscalité personnelle. Et après, le deuxième point, c'est vrai que c'est des études plutôt longues. Ça dépend encore une fois, tu vois, parce que par exemple, tu prends un banquier qui commence à l'accueil, dans la plupart des grandes banques, il peut démarrer à bac+2, bac+3. Alors, plus bac+3 aujourd'hui, un petit peu moins bac+2, mais en théorie, c'est quand même faisable. Et pareil, dans les cabinets comptables, vous avez des gens juste avec un BTS comptable bac+2 qui démarrent aussi. Ah oui, mais alors après... Ouais, mais ça fait partie du métier. En fait, au bout d'un moment où t'es abouti, tu vois, moi, un assistant ou un collab junior, je considère pas qu'il est capable de gérer. Tu vois. En fait, c'est une fois que t'es un peu autonome dans ton métier, que t'as pris un peu d'expérience. Oui, les études aident là-dedans, mais... Non, je suis d'accord, mais tu disais que c'était forcément des métiers que t'accédais avec des longues études. Pas forcément, en fait. T'as des points d'entrée qui sont largement plus bas. Le seul où, quoi qu'il arrive, t'auras quand même des études qui sont longues, c'est le métier d'avocat. Parce que là, t'es obligé d'avoir un master, plus de faire 2 ans d'école d'avocat, donc t'es à minimum à bac+7. Ouais. Les notaires sont pareils. Pas faire moins. Les notaires, c'est pareil. Les notaires, c'est pareil. Après, tu vois, notaire, t'as aussi un point d'entrée qui peut être plus bas. Notaire, tu peux rentrer clerc de notaire à bac+3. Oui. Ou même assistant, parce que tous ne sont pas clercs de notaire. Clerc de notaire, c'est encore une profession protégée. C'est quand même des métiers qui te donnent une aisance dans rien que ce soit la manipulation des chiffres, la compréhension des textes, tu vois, il y a un truc. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ça c'est sûr que dans une notion globale d'investissement, que tu sois avocat, expert comptable, notaire, banquier, ou voire gestionnaire de patrimoine, tu pars quand même avec une avance là-dessus. Même si tu seras pas un expert, même si tu seras pas forcément un bon investisseur de base, parce que ce que tu as l'habitude de faire pour tes clients, ça sera pas du tout ce que tu feras pour toi la plupart du temps, mais c'est sûr que tu auras quand même des notions de base qui vont pouvoir bien t'aider.
Moi, je le vois aussi, il faut avoir un œil assez critique des fois sur les conseils qui sont faits. Par exemple, moi, souvent, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord avec ce qu'ils font dans mon cabinet en termes de conseils, mais bon, souvent, je me dis, bon, ça aurait pu être plus pertinent, tu vois. Enfin, souvent, il y a des montages qui sont quasiment automatiques, alors si tu veux, on peut peut-être mieux adapter. Pareil, je pense au niveau des avocats. Chaque avocat, ça a ses petites habitudes, ses petites manières de faire. Et du coup, ça, par contre, enfin, je pense que c'est un gain de maturité. Je pense surtout à ceux qui ont mon âge. C'est un gain de maturité de se poser la question de est-ce que c'est vraiment le plus pertinent? Si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Et justement, ça permet d'assimiler pas mal de choses et d'avoir des garde-fous surtout. Oui, après là-dessus c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, ça dépend celui qui est bon et qui se remet en question en permanence et qui essaie un peu de trouver des nouvelles stratégies, et celui juste qui est devenu un gras de papier. Je te dirais que c'est un peu le défaut de ces métiers-là. Ouais, C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont pas du tout dans la sphère des métiers du conseil, c'est des métiers qui sont très répétitifs. Vous allez avoir beaucoup de pression. Donc c'est des métiers qui sont très sujets à burn-out pour ceux qui y sont. Et je pense pas qu'il y en ait qui soient particulièrement avantagés là-dedans. Enfin, en tout cas dans les différents métiers qu'on a cités. Et le souci, c'est que étant donné qu'on vous met pression, plus qu'on vous demande de faire beaucoup de choses qui sont répétitives, vous vous posez de moins en moins la question d'essayer de trouver une nouvelle stratégie ou dans le cas que tu prenais, par exemple dans le cas d'un expert comptable, de choisir un nouveau montage, etc. En fait, tu dois les plier toute la journée, donc en fait tu fais la copie conforme à X clients qui vont venir te le demander, quoi. Et c'est vrai que ça c'est assez un problème, et c'est ce qui fait que nous typiquement on veut quitter ces métiers-là. Parce que, en tout cas, je trouve que à long terme, c'est-à-dire si jamais vous décidez de rejoindre ces métiers-là et que vous n'êtes pas vraiment dans une démarche d'investir pour quitter votre job. Ouais, ne faites pas ça, vraiment. je trouve que c'est pas des métiers épanouissants du tout. Ça, faudrait qu'on en parle un peu des métiers à vocation, parce que souvent, il y en a plein qui disent, ouais, je veux un métier qui me fasse vibrer, etc., où je vais m'épanouir. Et franchement, quand on dit avocat, alors ok, c'est des métiers qui sont prestigieux, mais je pense que déjà l'ascenseur social, il est un peu moins grand qu'avant pour commencer sur des métiers comme ça. Et souvent, vous allez vite être déçus parce qu'il y a il y a beaucoup de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, et vraiment une pression de malade. Vraiment, moi je trouve que c'est dur de s'épanouir dans des métiers comme ça. Et pourtant, moi j'adore la compta, mais c'est vrai que dès que je peux partir, je pars, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est une perception du travail qui est pas spécialement bonne, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est des métiers qui manquent de sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te lances dans ces métiers-là, tu penses que tu vas apprendre. Effectivement, tu apprends beaucoup au début. C'est-à-dire vraiment les années les plus intéressantes, c'est peut-être les 2 premières, parce que c'est là où vraiment tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas étoffer tes connaissances, tu vas compléter, on va dire, une formation, des études supérieures qui ont été très théoriques avec un aspect pratique qui va être assez fort, mais en réalité, au bout de 2 ans, tu as quand même vu une grosse partie de ce que tu verras dans ces métiers-là. Et ce qui fait que tu vas continuer, ça va surtout être ta capacité finalement de devenir un commercial un petit peu pour ton patron. Alors, sauf si tu te mets à ton compte, mais je veux dire, si tu restes salarié, ça va plutôt être devenir un commerçant un petit peu un commercial pour ton patron et aller chercher de nouveaux clients. Et c'est vrai que ça va devenir de moins en moins intéressant, en fait, parce que tu auras déjà vu ce que tu vas faire. Enfin, moi, par exemple, je prends mon cas en tant que banquier. J'ai kiffé au début faire des prêts, etc. C'était bien la première année. En vrai, t'étais plutôt épanoui dans ton job, je pense, la première année. Enfin, épanoui. Si on peut appeler ça comme ça. Ça te dérangeait moins. J'avais beaucoup de pression, mais ça me dérangeait moins parce que c'est vrai que j'apprenais encore pas mal, etc. J'avais la sensation qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et au final, à partir de la 2e année, j'avais vu tout ce que j'avais à voir en réalité, et j'avais envie de faire autre chose parce que, de 1, ça me plaisait pas, de 2, déjà, j'apprenais plus. Et je pense que toi, dans ton métier de comptabilité, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as beaucoup progressé, on va dire, dans les 2-3 premières années. Ouais. Et maintenant, c'est très répétitif. Et en fait, tu te rends compte que ton métier, c'est gérer des problèmes toute la journée, quoi. C'est ça. Et puis là, ce qui serait bien, c'est que j'apprenne à être un peu plus commercial, à aller chercher de nouveaux clients. Là, par exemple, dans mon cabinet, en soi, j'ai une opportunité d'encadrer une nouvelle équipe et tout. Quelle flemme. Non, vraiment, quelle flemme. En fait, il faut vraiment avoir de l'énergie. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez payé pour faire ça, en fait. C'est des jobs de patron. Et si je veux faire ça, je me mets à mon compte, en fait. Je le fais pas pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est les évolutions que m'offre mon métier. Après 5 ans dedans, les bilans, c'est maîtrisé. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont maîtrisées. Et les évolutions, c'est,
apprendre à rentrer de nouveaux dossiers et encadrer de plus en plus de gens. Et du coup, ça rend le quotidien un peu, sans trop d'intérêt, parce qu'au final, je fais que du bilan des TVA toute la journée, et ça, c'est maîtrisé depuis que j'ai fini mon alternance. Donc, voilà. Après, maintenant, une fois que tu as dit un petit peu tout ce qui était le côté un peu pas rose de ces métiers-là, c'est que c'est des métiers qui sont difficiles, qui sont répétitifs. Je pense puis qui, en tout cas, nous plaisent pas, on l'a déjà dit plusieurs fois et pour tout un tas de raisons dans ce podcast. Peut-être dire un peu, par contre, les avantages que ça procure quand justement tu veux investir. Peut-être un peu l'esprit critique que tu as, la capacité à aller chercher de l'information, à résoudre des problèmes aussi, parce que quand t'en résous toute la journée pour tes clients, c'est un peu plus facile de les résoudre pour toi. Une certaine capacité à faire de l'administratif. Ouais, et par exemple, là où je trouve que c'est vachement important, c'est que, souvent on essaye de nous la mettre à l'envers avec Julien, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on a l'air jeune. Je pense que c'est parce qu'on a l'air jeune. Et en fait, souvent, ils se rendent pas compte qu'on maîtrise largement le droit des contrats. Il y a quand même, au niveau du droit, on a quand même pas mal de réflexes. Et en fait, souvent, je me dis, mais je sais pas à qui pense la faire, mais ça va pas se passer comme ça. Ouais. Et ça, en vrai, c'est quand même un giga garde-fou parce que du coup, on nous la met rarement à l'envers. C'est souvent nous qui avons raison parce que justement, de par nos métiers, par nos connaissances, notre expérience, on est capable justement de se faire en amont, de bien vérifier les règles, les lois, leur application et savoir si on est dans notre droit et d'aller en plus chercher l'information quand on a un doute. En tout cas pour la partie droit, c'est plutôt moi. Toi, tu as vraiment la partie comptabilité, tu sais immatriculer une société, tu sais faire la comptabilité. Donc statut, tout ça, ça c'est des choses que tu maîtrises bien et qui sont vachement utiles quand tu veux investir. Et c'est vrai que ça pour le coup c'est pas tellement autant parce que je sais pas, ta capacité à faire des TVA, tu vois, ça nous sert à rien dans l'immobilier. Par contre, ta capacité justement à savoir remplir une déclaration auprès de l'administration fiscale ou auprès de telle ou telle administration, ça c'est des compétences qu'en fait tu gardes en tant qu'investisseur, que tu es content d'avoir et que tu es content aussi de pas forcément avoir besoin de payer quelqu'un pour le faire parce que sinon ça viendrait manger ça nous économise les honoraires et ça va manger ta marge. Ouais, exactement. Et après, je sais pas, pour les métiers qui sont comme notaire, etc., je pense qu'en droit de l'urbanisme, etc., à mon avis, tu dois vite voir s'il y a des choses quand tu visites un bien. Tu vois, je pense que t'as pas mal de garde-fous quand tu visites un bien. Non, je pense pas. Oui, si, parce que normalement, quand t'es notaire, après, tous les notaires font pas du droit de l'immobilier. Il y a des fois des notaires qui font que du droit de la famille ou qui font que du droit des affaires, ça peut exister. Mais on va dire que de manière assez générale, les notaires, ils auront vu du droit de l'immobilier, ils auront quand même des notions assez faciles. Quand ils visiteront un bien, ils pourront savoir assez vite le PLU, voir au niveau du cadastre, est-ce qu'on peut agrandir la bâtisse, est-ce qu'elle a été construite de manière régulière, est-ce que le vendeur a bien déclaré quand il avait fait ses travaux. Enfin, vous allez avoir tout un tas de points que vous allez pouvoir vérifier rapidement et dès la visite et qui potentiellement vont pouvoir par exemple vous aider pour négocier le prix auquel cas ou savoir ce que vous pouvez faire de ce bien là. Si par exemple vous souhaitez faire un petit peu de marchand de biens, etc., vous avez beaucoup de choses en tant que notaire qui vous permettent justement de passer à l'action dans des conditions qui sont plutôt bonnes. Après effectivement le notaire c'est pas forcément celui des chiffres, même si un notaire c'est quand même censé se débrouiller. C'est sûr que vous avez par exemple des notaires, la comptabilité ça leur fait très peur quoi. Et dans tous les cas ils seront obligés de prendre quelqu'un pour le faire. Et la fisca aussi, en fait moi je pensais qu'ils étaient calés en fisca et pas tant que ça en fait. En fait ils aiment pas trop ça. Après encore une fois quand t'es investisseur t'as pas besoin d'une fiscalité extrêmement poussée, t'as besoin d'être capable de savoir combien tu payes d'impôts, combien tu vas être taxé sur tes nouveaux revenus, ta plus-value, voilà c'est des choses assez basiques. Maintenant effectivement notamment sur des notions de TVA immobilière etc, c'est pas leur fort et ils aiment pas trop ça. Et du coup, pour conclure sur cette catégorie-là, je pense que si vous avez intellectuellement, si vous aimez les études et vous êtes à l'aise là-dedans, je vous conseille les métiers de conseil. C'est bizarre de dire ça. Et je vous conseille surtout d'aller au bout, en fait, de décrocher le plus gros diplôme possible. Et déjà, pour vous, ça sera beaucoup moins compliqué, je pense, de faire vos années de travail si vous êtes en CDI. Et voilà. Et sinon, je pense qu'en vrai, n'en attendez pas non plus un épanouissement fou parce que c'est pas possible. Il y a peut-être juste, tu vois, pour reparler rapidement, plus ou moins de tous les métiers de la banque ou de la gestion de patrimoine, vous avez notamment normalement une appétence aux chiffres qui est assez élevée et
pour sortir un petit peu de l'immobilier, normalement vous aurez des facilités assez importantes avec tout ce qui est investissement en bourse, les obligations, les actions, les crypto-monnaies. Si vous êtes un petit peu curieux et que vous avez cette gymnastique intellectuelle de base, en allant dans ces métiers-là, vous allez rapidement prendre de l'expérience et même des connaissances par le biais de vos études ou de votre expérience qui vous permettra de justement être plus efficace sur vos investissements et de vous diversifier plus facilement, parce que souvent on a beaucoup d'investisseurs qui sont que dans l'immobilier, qui ont vraiment du mal à faire autre chose, alors que je pense que ça peut arriver d'avoir par exemple même quelqu'un, je sais pas, qui ferait une carrière de gestion de patrimoine, qui aimerait bien son métier, qui aurait pas forcément envie de quitter son job, se dire ok, je mets 10 000 euros par an en action et au bout de 10 ans je peux me retrouver vraiment avec un très très beau patrimoine financier et sans forcément avoir fait beaucoup d'immobilier. Enfin en tout cas pour ceux qui ont envie d'investir et que l'immobilier n'est pas le domaine de prédilection et que vous cherchez un job, je pense que ces métiers-là ça peut vous donner un finance, boîte de conseil, etc. Et en vrai, il y a quand même pas mal de recrutement. Hein. Je pense que c'est des secteurs où on manque cruellement de gens, quel hasard, parce que c'est super chiant. Mais en fait, vous aurez du travail et en plus, vous serez rodé sur ces sujets-là. Et après, peut-être toute dernière chose, vraiment le métier que je vous déconseille, celui d'avocat. Sauf si vous avez une passion pour l'avocat. Mais... Oui, puis même... L'avocat, ça dépend de quoi. Si c'est en fiscalité, en fait, etc. Il y a contrat, comment ça s'appelle ? Non, c'est corporate, voilà, qui disent. Les potes de Julien, ils disent, mais corporate. Avocat corporate et tout ça. En fait, oui, pourquoi pas, mais... Non, mais c'est un métier que je déconseille parce que déjà, les études sont super longues. Ouais. Quand vous sortez des études, vous n'êtes pas extrêmement bien payé. Vous avez un statut d'indépendant dans 90% des cas qui est pas incroyable pour investir, ou en tout cas, qui va vous demander au moins 2 bilans, peut-être 3 pour décrocher le Graal. Et en plus, le problème de l'avocat, c'est que ça va vite tendre un petit peu toutes vos relations professionnelles parce que, en fait, les gens, ils aiment pas traiter avec les avocats parce que tout le monde pense qu'un avocat, il est super bon dans le droit. En fait, il maîtrise tous les codes, sauf qu'en fait, pas du tout. Un avocat, il est spécialisé sur un domaine. Après, vous pouvez être spécialisé sur 2 domaines ou avoir ou être capable d'aller chercher l'information. Mais je veux dire, par exemple, un avocat fiscaliste, en droit de l'urbanisme, il est pas calé. En droit de l'immobilier, il est pas calé. En droit des sociétés, peut-être un petit peu. Et à l'inverse, si vous avez un avocat pénaliste, lui parlez pas de fiscalité, c'est pas du tout son domaine. Donc c'est pour ça que si je dois vous mettre un warning, c'est sur le métier d'avocat. Ouais. Est-ce que tu veux présenter la deuxième catégorie ? Donc la deuxième, c'est les métiers en lien avec l'immobilier. Ouais, alors vous avez mis l'immobilier principalement parce que forcément, en tout cas l'investissement comme on le voyait et comme on l'a déjà dit dans ce podcast par l'effet de levier du crédit, c'est beaucoup de l'immobilier. On a essayé de voir un peu les métiers qui sont assez faciles d'accès, sauf peut-être qui sont pas vraiment des métiers de conseil, qui sont plutôt mix entre conseil, terrain, commercial, et qui sont pas des métiers manuels non plus, parce que vous n'avez pas besoin d'être maçon, de travailler dans le BTP, ça c'est encore une autre catégorie qu'on vous a préparée. Donc on aura principalement les agents immobiliers et tout ce qui s'y apparente, les gestionnaires de copro, les gestionnaires locatifs. On va avoir les diagnostiqueurs. Ouais. Qui ça c'est peut-être qu'on va vous l'apprendre, mais c'est un métier qui est très facilement accessible et qui paye plutôt bien. Ouais. Et ensuite on a tous les métiers autour de l'architecte et l'architecture. Ça c'est un giga avantage, les architectes. Et juste par contre, tout ce qui est agent IMO, diagnostiqueur, alors comme tu disais, c'est des métiers qui sont quand même faciles d'accès par les autorisations qu'il faut avoir. Ouais. Et surtout, c'est des métiers qu'on peut cumuler avec un autre. Par exemple, on peut être agent IMO à ses heures perdues. Ça peut se faire, pareil, diagnostiqueur, je crois que c'est juste une formation. Et au final, vous n'êtes pas obligé de faire ça à temps plein et ça fait quand même un petit à côté qui est sympa. Et après archi par contre je crois que c'est 5 ou 7 ans. Ouais, architecte c'est quand même beaucoup plus long, mais par exemple si vous êtes architecte d'intérieur vous n'avez pas besoin de diplôme. Oui. Donc c'est pour ça que effectivement comme tu dis, dans l'agent IMO, la particularité qu'il va avoir, c'est soit il est salarié, soit il est ce qu'on appelle agent commercial, soit il est à son compte. Le plus compliqué à avoir, c'est vraiment d'être à son compte, d'avoir la carte T pour les transactions, la carte G pour la gestion, la carte S pour les syndics de copropriété. Ça va vous demander soit d'avoir soit d'avoir les études qui s'y prêtent, soit d'avoir l'expérience. Ouais. Donc c'est pas forcément l'entrée la plus facile, mais la vraie entrée facile, c'est soit vous êtes salarié directement d'une agence, soit vous êtes la plupart du temps agent commercial. Et agent commercial, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que vous pouvez très bien voir peut-être même un job à temps partiel à côté en salarié et être agent immobilier en tant qu'agent commercial et prospecter et faire vos transactions à côté. Et dans tous les cas, vous dépendrez d'une agence
immobilière qui vous gérera un petit peu toute la partie d'organisation et toute la partie back-office un peu de votre métier. Oui, et puis elle vous mettra à disposition ces outils et c'est quand même bien pratique que s'il faut prendre tout à son... pour soi. C'est ça, et puis d'avoir des bureaux pour recevoir le client. Exactement. Et alors pourquoi alors nous on trouve que c'est des giga avantages parce que forcément ils ont des accès déjà au bien, je pense, avant tout le monde. L'agent IMO qui est bon, il a un accès au off market, il a des recos en permanence et surtout il peut garder pour lui les très très belles OP. Et puis c'est surtout que avant même tout ça, il a la connaissance de son marché. S'il y a bien quelqu'un qui est censé, enfin j'espère, en tout cas s'il est bon, connaître son marché, son secteur, connaître les grands propriétaires terriens, connaître la mairie, etc. C'est l'agent immobilier quand il fait bien son taf et qu'il est là depuis longtemps. Donc ça vous donne une très grande longueur d'avance si derrière vous voulez sourcer des biens facilement et vraiment être le premier à arriver dessus. D'ailleurs, nous, une des dernières opérations qu'on est en train de faire, l'agent immobilier il m'a dit si j'avais pu l'acheter, je l'aurais acheté. Je sais pas si je l'aurais acheté, c'est un commercial, mais... Ah si, je pense, c'est quand même, faut le dire, c'est une belle opération, tu vois. Et je pense qu'il a pas les moyens de l'acheter. Enfin, en fait, il est pas finançable, je pense. C'est plutôt ça sa problématique. Et lui, c'est un truc de fou. On vous en a déjà parlé de cet agent immo, mais vraiment, alors, c'est un gars qui est sur un sacré personnage. Ouais, déjà, pour commencer, une personnalité un peu singulière. Et il est dans un coin. Alors, c'est plutôt loin de chez nous. On va pas s'étendre sur là où c'est. Mais c'est une petite ville en soi. C'est pas très grand. C'est deux petites villes qui sont accolées. Et il connaît excessivement bien son secteur. Il nous avait sauvé les fesses avec le maire de la ville dont vous avez déjà parlé. Parce que justement, en fait, il a du réseau et qu'en fait, les gens lui renvoient toujours les biens. Et franchement, chaque fois qu'il nous propose un bien, c'est un coup de fusil. Donc à chaque fois, on est là, on se presse un peu parce qu'en fait, il a tellement de bonnes affaires. Il négocie tout à l'avance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de négo à faire. Il nous dit juste on connaît le prix à l'avance, effectivement. Il nous dit juste combien il prend pour sa com et voilà. Et franchement, ça c'est un bon agent IMO et c'est vrai que je sais pas s'il a de l'immobilier, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais... Il en a un petit peu, mais je pense qu'il aime pas trop ça. Je pense qu'il veut surtout pas avoir à gérer des locataires. Je pense qu'il est du type à absolument pas vouloir de locataires, donc forcément quand tu veux pas de locataires, c'est un peu plus compliqué de faire de l'immobilier. C'est clair. Mais pour revenir un petit peu au sujet de l'épisode, effectivement, agent immobilier, à partir du moment où vous êtes bon sur le secteur, après c'est toujours pareil, ça c'est pas du jour au lendemain, faut que vous formiez, faut que vous connaissiez votre secteur, que vous rencontriez votre réseau, mais une fois que vous avez ça en place, si vous voulez faire un petit peu d'immobilier pour vous, voire beaucoup d'immobilier pour vous, vraiment c'est un game changer qui peut être très très fort. Et archi, tout ce qui est métier architecture, moi je trouve ça... Alors moi c'est le genre de choses, c'est abstrait pour moi, les plans, etc. Mais en fait, on a un pote qui est graphiste, alors il est pas archi, mais il est graphiste, et rien que ça, je vois bien qu'il est beaucoup plus à l'aise que nous. D'ailleurs, on vous a déjà raconté notre péripétie avec l'architecte. Mais c'est très pratique d'être archi, je pense, au niveau de la conception, de voir ce qu'on peut faire en termes de travaux, par rapport rien que aux instances, savoir déposer une DP, ces choses qui coûtent cher, qui sont prises de tête quand on maîtrise pas, c'est impossible à faire seul. Du coup, je trouve que c'est un giga Oui, quand métier. tu parles de faire des permis de demande de permis de construire, des créations préalables de travaux, c'est vrai que c'est assez compliqué et que effectivement, quand vous travaillez dans les métiers de l'architecture, c'est vraiment facile à faire. Et là encore, parce que il y a le fait d'être architecte, qui est des études qui sont assez longues, vous devez en plus être inscrit à un ordre, ça revient un petit peu à être avocat ou expert comptable en termes de niveau d'études et de travail. Mais rien que si vous travaillez en tant que assistant ou architecte débutant, vous aurez dans tous les cas accès à la connaissance et à l'expérience pour être capable de le faire pour vous, déjà sans avoir du coup besoin de payer un architecte pour le faire et de éventuellement pouvoir faire des très bonnes affaires dans l'IMO, parce que vous aurez vu sur certains projets typiquement combien il faut de murs porteurs sur une maison en fonction de l'épaisseur du mur, est-ce qu'on peut couper dedans, est-ce qu'on peut ajouter une fenêtre pour ajouter une chambre, enfin bref, vous aurez la capacité de gérer les plans et la disposition de l'immobilier que vous allez acheter comme quasiment personne d'autre, en tout cas aussi bien qu'un marchand de biens aguerri, et ça je pense que c'est une clé qui peut être extrêmement importante. En plus vous avez normalement une expérience travaux, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui font des missions de gestion de chantier,
Et donc ça vous permet, sans forcément avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis, de savoir gérer un chantier, gérer des équipes, avoir du réseau dans des entreprises compétentes qui font du bon boulot, savoir dans quel ordre on met la plomberie, l'électricité, le carrelage, le placo. Enfin, vous allez vraiment maîtriser beaucoup de choses là-dedans, et ça va vous permettre que si vous faites des opérations immobilières pour vous, en tout cas sur la partie conception du projet, réalisation des plans et mise en place des travaux, franchement vous serez beaucoup plus à l'aise qu'un débutant qui n'aura pas ces connaissances-là. En plus, et ça c'est le petit cheat code, parce que ça je le vois de plus en plus pour des architectes, et vraiment je trouve que c'est un bon débouché, c'est de se mettre architecte d'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait, architecte d'intérieur, vous n'avez pas besoin d'être inscrit à l'ordre et donc d'avoir le diplôme d'architecte. Et en fait, vous pouvez quand même aller assez loin dans ce que vous pouvez proposer. Normalement, le vrai métier d'architecte, genre si vous voyez Valérie Damido sur M6, bon ça c'est juste de la décoration, c'est même pas vraiment architecte d'intérieur, c'est plutôt décoratrice d'intérieur, le vrai terme. Normalement, l'architecte d'intérieur, il peut quand même vous faire des plans, il peut vous faire notre hôtel à 9 appart, là, c'est une architecte d'intérieur qui nous a fait les plans, tout à fait. En fait, à partir du moment où il y a certains permis de construire pour lesquels vous allez avoir besoin d'un architecte, on va pas rentrer dans les différents cas de figure, mais grosso modo, c'est si la construction fait plus de 150 mètres carrés post-opération, vous avez besoin d'un architecte, mais si ça l'est pas, par exemple, si vous êtes juste sur la rénovation d'un appartement, vous pouvez faire appel à un architecte d'intérieur, même si par exemple il y a une DP à faire pour les menuiseries, il pourra s'en occuper, et normalement il le fera à des tarifs bien inférieur à ceux d'un architecte. Et vous, si vous souhaitez aller vers ce métier-là, franchement, c'est un métier où il y a beaucoup de demandes parce que c'est compliqué à trouver. Et en général, quand vous êtes archi d'intérieur, vous pouvez facilement faire maître d'œuvre, donc gérer les travaux pour vos clients, ou alors trouver un maître d'œuvre, donc quelqu'un qui gère vraiment les travaux et qui est du BTP, et pour lui gérer les plans et gérer un petit peu tout ce qui est la partie administrative des travaux. Effectivement. Donc si vous êtes créatif, pourquoi pas. On n'a pas parlé du métier de diagnostiqueur. On peut rapidement en parler. En soi, il me semble qu'il y a une formation à faire. Donc le diagnostiqueur, c'est ceux qui donnent les DPE sur les biens. Et combien on paye à chaque fois ? Je crois que c'est 150 à 200 ? Non, franchement, ça dépend. En fait, ça dépend de ce dont tu as besoin. Si effectivement c'est juste un DPE sur un appartement, ça va te coûter 100 €. Maintenant, si tu fais le DPE d'un immeuble, ça va être plus cher. Et si tu fais l'ensemble des diagnostics techniques avec le plomb, l'amiante, l'électricité, le gaz, tu peux t'en sortir pour par exemple un immeuble de 3 appartements. Moi, les prix que j'avais vus, c'était entre 700 et 1000 € à peu près. Ah oui. En plus, du coup, ce mec-là, il ne touche à rien. Il vient juste chez vous et il coche sur sa tablette les trucs. Et juste parce qu'il a des agréments, du coup, qui lui permettent de faire comme ça. De donner les DPE. Honnêtement, si vous n'avez pas envie de faire de grandes études, etc., il y en a. Enfin, je sais que vraiment, il y a une vraie demande sur les diagnostiqueurs. Donc, il faut pas hésiter. Moi, je pense que c'est une bonne débouchée et qui est pas. Moi, je l'ai conseillé à un ami. J'ai un très bon ami qui s'est un peu cherché dans les études, qui aujourd'hui est au point zéro professionnel et qui cherche un taf. Moi, je lui ai dit, franchement, fais une formation de diagnostiqueur, mets-toi à ton compte et tu gagneras facilement 2000, peut-être même 2500 € par mois si t'es bosseur. Et franchement, ça, tu seras en auto-entreprise, t'auras pas de patron, t'auras juste à trouver des clients et en fait, tout le monde en cherche, tu vois, des diagnostiqueurs. Surtout qu'en fait, tout le monde en a besoin au bout d'un moment. Donc, c'est le genre de métier où votre réseau privé, c'est-à-dire vos amis, votre famille, vos anciens collègues de boulot, etc. Tout le monde peut vous recommander parce que vous êtes devenu diagnostiqueur à votre compte. Donc vraiment, c'est le genre de métier où vous pouvez facilement vous faire une clientèle. C'est peu connu. Enfin, souvent les gens savent pas que c'est assez facile d'accès. Et moi, ce que je vois comme un peu un cheat code de l'immobilier, c'est qu'en fait, vous allez visiter beaucoup de biens. Souvent, parfois, le vendeur, en général, il va vous appeler avant qu'il ait quelqu'un sur l'offre. Enfin, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait une offre pour le bien. C'est-à-dire que normalement, il met en vente, il fait passer le diagnostiqueur avant. Donc, quand vous voyez comme ça quelque chose, si vous commencez un peu à avoir l'œil dans l'immobilier, au niveau de l'isolation, vous pouvez lui voir sa lettre de DPE, dire attention, votre appartement est léger, vous n'allez pas pouvoir le revendre cher. Écoutez, moi, je peux vous faire une offre à temps et vous, de votre côté, vous savez ce que vous devez faire pour améliorer la note parce que justement, vous êtes diagnostiqueur. Enfin, vous pouvez faire des affaires de zinzin, quoi. Donc, vraiment, ça peut être un métier qui est assez intéressant parce que vous arrivez avant que ce soit vendu.
et vous êtes un petit peu le premier, et en plus vous avez quand même un métier, donc c'est marrant parce que tu disais que normalement ils sont que sur leur tablette. Alors oui, c'est vrai que nous tous les diagnostiqueurs qu'on a vus c'était que sur leur tablette, mais normalement un vrai diagnostiqueur il est censé monter dans les combles pour regarder l'isolation, démonter les prises pour regarder l'épaisseur de l'isolant, enfin il est quand même censé faire pousser son taf assez loin, y compris vérifier l'installation électrique, démonter le compteur, vérifier l'épaisseur des câbles électriques. Donc normalement quand vous faites ce métier là, vous visitez un bien, vous savez quand même plus ou moins si la bâtisse elle est bonne ou pas, ou en tout cas si vous allez avoir des gros travaux ou pas. Donc c'est quand même un métier qui est assez pertinent. On passe sur la dernière catégorie. Ouais, peut-être juste avant on en a oublié un, c'est syndic de copropriété. Bon, je te laisse. Je te laisse étayer. Le syndic de copropriété, c'est simple, c'est celui qui gère les grandes copropriétés. Donc dès que vous avez un immeuble avec plusieurs apparts et plusieurs propriétaires, c'est lui qui va faire la gestion courante de l'immeuble, et c'est surtout lui qui est au courant dès qu'un appartement va se vendre. Donc quand vous êtes syndic de copropriété, vous pouvez faire des très bonnes affaires sur des achats de lots, notamment quand vous avez comme ça des personnes âgées, voire des successions qui avaient 3 à 4 studios dans un immeuble. Vous pouvez faire une offre pour avoir le tout. Enfin en tout cas c'est un métier où quoi qu'il arrive vous allez apprendre beaucoup de choses sur les copropriétés et sur la gestion de l'immobilier de manière générale, et vous aurez potentiellement accès à des affaires assez facilement. Ouais. On passe à la dernière catégorie du coup, les fameux métiers du BTP. C'est un giga avantage, moi je trouve. Vraiment. Nous on n'est pas du tout du coup dedans. Puis on n'a pas de famille dedans non plus. Non, on n'a pas et vraiment c'est compliqué quand on n'a personne pour nous conseiller. Et Julien il bricole un petit peu, mais c'est pas non plus je veux dire, t'aimes pas particulièrement ça, faire de la plomberie ou. Non, et puis tu vois par exemple je me verrais pas construire une maison, tu vois. Vraiment. C'est pas mon modèle. Et pour les métiers du BTP, généralement c'est quand même accessible rapidement, surtout jeune. Je crois que tu commences l'apprentissage ou le BP tôt quand même. Ouais, tu peux démarrer à 16 ans, voire 14 je crois même. Et le temps de se faire un peu l'expérience. Après, franchement, vous avez des giga avantages, que ce soit sur le coût des travaux, du coup forcément la main d'œuvre, mais les prix aussi. Les prix, vous les avez au prix fournisseur, et surtout, vous avez un œil expert sur tout ce qui est construction, un peu comme le diagnostiqueur, mais encore plus poussé. C'est ça. Et vous savez chiffrer exactement combien des travaux coûtent. Et du coup, forcément, les biens à travaux, je pense, sont de manière générale plus intéressants que les biens où il n'y a pas de travaux. Et vous pouvez faire des giga affaires. Qu'importe que vous soyez plombier, maçon, électricien ou je ne sais quoi. Parce que généralement vous avez un réseau là-dedans et franchement j'aurais été peut-être un garçon, peut-être que j'aurais fait ça, je pense. Ah ouais, sérieux? Ouais. Je pense que physiquement il faut quand même tenir une fille, c'est compliqué. Ouais, puis je pense qu'il faut un attrait aussi, tu vois. Moi, je trouve ça. Ils sont bricoleurs de leurs mains. Tu vois, je trouve ça intéressant aujourd'hui parce qu'on a de l'immobilier, donc forcément, je me suis intéressé à tout ça et je trouve que c'est même intéressant quand t'as un peu une curiosité de savoir un petit peu comment construire une maison, l'épaisseur des fondations, comment tu coules une chape, etc. Enfin, savoir un peu la théorie là-dedans. Je t'avoue que la mettre dans la pratique, quand dehors il fait 40 degrés en plein mois de juillet, je t'avoue que je suis bien content d'être dans mon bureau avec la clim. Tu vois, c'est des appétences pour ceux qui sont à l'aise de leurs mains. Foncez dans les métiers comme ça si vous souhaitez investir. Et puis des fois c'est pas des métiers si faciles. Moi j'ai parlé avec beaucoup de plombiers, d'électriciens, des fois qui me disent qu'ils craquent sur des chantiers parce que des fois c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire que vous, des fois vous êtes bricoleur et vous galérez sur quelque chose. Faut savoir que le professionnel, même si certes il est bien meilleur et que lui aussi il a toutes les techniques pour se faciliter les choses et surtout l'expérience de l'avoir fait plusieurs fois. Moi j'ai déjà un collègue plombier qui m'a raconté qu'il avait dû remplacer un chauffe-eau dans un coffret, qu'il y avait passé la journée parce qu'en fait il n'arrivait pas à passer ses mains et que malheureusement le coffret il pouvait pas le démonter. Donc des fois vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont compliquées, ou alors on peut imaginer un couvreur mon frère est charpentier et en vrai c'est quand même dangereux parce que tu portes des trucs lourds à des grosses hauteurs. C'est des métiers aussi à des accidents, ce que j'allais dire, les couvreurs, les charpentiers. Mon frère s'est fait le petit doigt mais ils se font tous les hommes du bâtiment un jour se font une blessure, alors particulièrement ceux qui travaillent dans les toits parce qu'ils sont en hauteur, c'est plus dangereux, mais effectivement il y a toujours un moment donné, moi j'ai vu aussi par exemple des carreleurs qui avaient pris des éclats de carrelage quand ils les coupent, tu vois, ça aussi ça peut arriver, donc t'as plein de blessures bêtes qui peuvent aussi se produire, donc c'est pas non plus des métiers sans risque entre guillemets, mais c'est vrai que quand vous faites un de ces métiers là et que vous voulez faire de l'immobilier, c'est un game changer de fou parce que vous allez pouvoir économiser énormément sur vos travaux et en fait vous le récupérez à la revente. Et puis en plus,
Et je pense que c'est le plus important, même encore plus de le faire de vos mains. Vous aurez l'expérience de savoir quand vous visitez une maison ou un appart où il faut tout rénover. En fait, vous saurez exactement à peu près combien ça coûte. Et comment vous devez le faire, comment vous pouvez optimiser vos coûts. Enfin, vous allez pouvoir vraiment avoir beaucoup d'aide là-dessus à votre niveau. Je pense juste l'inconvénient, c'est que tu vois, quand tu travailles par exemple en CDI pour quelqu'un ou quoi, je pense que c'est compliqué de dégager du temps pour tes projets à côté, sachant que c'est des métiers qui sont fatigants quand même. Donc, bon, à voir. Généralement, moi, je les vois, enfin, je les vois, je sais pas. Avec les artisans avec lesquels j'ai en compta, ils travaillent pas toute la journée non plus, en fait. Bon, le patron, généralement, il travaille pas, il passe sur les chantiers, il vérifie que ces mecs font bien ce qu'il faut. Quand, c'est un peu tendu, à la limite, il met les mains à la pâte. Mais c'est vrai que c'est tellement dur comme métier qu'ils sont pas, je sais pas s'ils sont 7 heures par jour, 8 heures, je sais pas, mais... Ça dépend toujours. C'est toujours pareil, ça dépend de ta boîte, mais effectivement, tu peux te retrouver à faire des journées qui sont assez costauds. Et c'est sûr que, comme tu dis, c'est sûr si tu travailles 40 heures semaine, ça peut être compliqué le week-end, en plus passer du temps sur ton propre chantier. Après, c'est des métiers où tu peux te mettre à ton compte assez facilement. Dès que tu as 2-3 ans d'expérience, tu commences à avoir 2-3 clients, tu sais bosser tout seul. Tu peux te mettre à ton compte facilement, voire même si tu sais pas bosser tout seul, t'as un collègue qui est lui aussi à ton compte et en fait vous vous aidez l'un et l'autre sur vos chantiers, quoi. Par contre, les mecs du BTP, je pense que tous les comptables le savent, c'est des boucans généralement, ils sont pas papiers du tout. C'est les ennemis des chiffres, ça c'est sûr. Et vraiment, je pense que sur ça, faut se faire un petit peu violence parce que des fois, alors souvent, ils ont quand même une idée de leur marge. Mais c'est assez flou, tu vois. Vraiment, ça vivote. Tout n'est pas carré. Ils ont une idée plus ou moins, mais bon, voilà. Je sais pas si finalement ils sont si rentables que ça. Donc ça, par contre, faites-vous violence. Apportez vos papiers à vos comptables. Trouvez une femme comptable. Suivez vos chiffres. Et là, vous ferez la paire extraordinaire. Tu sais que c'est vraiment souvent, c'est les femmes qui font la facturation en plus. Souvent, j'ai pas à faire. Eux, ils apportent leur. Ça me débecte. Chez les agriculteurs, c'est comme ça aussi. Ils apportent leurs factures là qui traînent dans leur camion depuis je sais pas combien de temps. Où t'as encore des trucs de pouf, je sais pas quoi. Des fois, il y a de la poussière qui sort de la pochette. Bah, ça me va. Et problème de femme. C'est ça. Et voilà, donc soyez carrés sur les papiers quand même, c'est important. Et du coup, est-ce que tu as autre chose à dire sur les métiers du BTP ? Non, je pense que c'est tout. Après, forcément, tu as un réseau aussi dans les travaux. Ouais, je l'ai dit déjà. Ouais, ça tu l'as dit. Et je facilement trouvable. Je pense que c'est un peu. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Ouais. Alors pour tous ceux qui ne sont ni du conseil, ni de l'immobilier, ni du BTP, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez raté votre vie, non ? Vous allez devoir travailler un peu plus dur, en tout cas sur votre formation, mais quand je dis un peu plus dur, ça dépend, parce que vous pouvez aussi tout simplement avoir des capacités un peu naturelles, c'est-à-dire vous découvrir une appétence pour les chiffres, pour la fiscalité, pour l'investissement, ou je pense le plus important, c'est avoir le mindset, parce que là on vient de vous citer plein de métiers, et on connaît dans chaque métier des dizaines de personnes ou des dizaines de professionnels qui n'investissent pas alors qu'on vient de vous dire qu'ils avaient des clés pour le faire. Donc en fait, c'est toujours pareil, hein, le plus important c'est le mindset. Et en réalité, vaut mieux que vous soyez dans aucun de ces métiers-là, mais que vous ayez le mindset d'investisseur et que vous vous formiez, que plutôt que vous soyez l'excellent expert comptable de l'année, mais que vous n'ayez pas réussi à investir parce que vous savez pas le faire, quoi. Non mais dans mon cabinet, c'est fou, vraiment, j'ai que mon pote qui a un peu d'immobilier aussi, et les autres vraiment que vraiment, il n'y a aucun qui s'est dit que c'était peut-être une bonne idée d'investir. Parce que du coup, je suis dans un cabinet où c'est quand même assez familial, je dirais, il y a une bonne ambiance, et c'est vrai que le midi, donc moi je suis pas souvent là, mais je suis là, je suis un peu atterrée par les conversations, et souvent ils parlent d'acheter une maison, etc., mais il y en a aucun qui se dit ça serait peut-être bien d'investir pour plus tard, tu vois. Vraiment pas du tout, alors qu'ils savent tous. Ils sont dans le boomer dream. Hein ? Ils sont dans le boomer dream. Ouais, au final. Et du coup, pour les autres, comme tu disais, ça va être un peu différent pour eux parce que du coup, il n'y a pas d'avantage, mais bon, chacun a ses cartes. Ouais. Et par exemple, je pense souvent, je vois des infirmières qui gagnent excessivement bien leur vie. La vérité, c'est que c'est facile pour elles d'avoir beaucoup d'argent de côté si elles le veulent bien. Alors, elles se font matraquer par la fiscalité généralement, mais pareil pour les médecins, tu vois, c'est quand même facile. Il y a des métiers comme ça, je pense aux professionnels de santé, mais il y en a d'autres, où on peut mettre quand même pas mal d'argent de côté et investir. Et après, on vous renvoie sur les autres épisodes où on a parlé un peu d'entrepreneuriat, etc. Il y a quand même moyen de faire des choses, même si vous n'avez pas un métier qui est facilitant pour l'investissement.
Complètement. Surtout qu'on peut pousser vraiment la question assez loin et se demander, bon ben voilà, vous êtes dans aucun des métiers qu'on a cités. Choix numéro 1, vous gagnez très bien votre vie dans ce domaine-là. Auquel cas, bah, en fait, c'est génial parce que vous partez avec un super avantage pour investir parce que le plus important, encore une fois, c'est de faire du cash. De faire du cash quoi qu'il arrive. Et si c'est pas le cas, imaginons que vous êtes dans un job, je sais pas, payé au SMIC et que bah, en plus vous aimez peut-être pas forcément votre taf, en fait changez de taf tout simplement quoi. Alors redirigez-vous vers le métier de diagnostiqueur technique, vous gagnerez mieux votre vie et vous aurez un avantage pour investir. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de situation figée. Si vous n'êtes pas bien dans votre job, bah changez en fait. Ouais, ou que vous gagnez pas assez bien votre vie. Après je sais pas, j'ai pas trop. Là j'ai rien qui me vient en études longues où tu sais ça serait compliqué quand même de changer, mais j'ai rien qui me vient là. Bah si, t'as un peu tous les métiers, tu vois, classiques. Tout à l'heure on parlait de la DRH, tu vois, genre c'est des métiers. La DRH, normalement, elle est embauchée dans une boîte et elle a des gros revenus. Ouais, des fois, t'as des DRH qui sont mal payés. Hein. Ça peut arriver. Hein. Elle a encore trouvé un équilibre. Ou alors changer de boîte pour être mieux payé. Voilà. Non, moi je pensais, par exemple, ça peut arriver, c'est, je sais pas, des gens qui n'ont pas d'études et qui font vraiment des jobs alimentaires, du style, je sais pas, moi, ils sont McDo. à l'accueil, McDo, ils sont à l'accueil d'une boulangerie, ils font les rayons Intermarché, tu vois, genre ce type de job qui sont, faut le dire, vraiment pas fun et forcément, quand tu fais ce genre de job, tu peux avoir envie de complètement changer de vie. Auquel cas, si jamais, dans le job où vous êtes, vous gagnez, on va dire, moins de 1500 € par mois, pensez à une reconversion. Pensez vraiment à une reconversion vers les métiers dont on a parlé. Donc, si vous êtes manuel, allez dans le bâtiment. Si vous n'êtes pas, allez. C'est ça, mettez-vous à votre compte, allez vers l'immobilier en tant qu'agent ou en tant que diagnostiqueur technique. Les métiers du conseil sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut des études. Donc, soit vous avez envie de le faire, soit vous n'avez pas envie. Mais voilà, là, on a vraiment vous a donné des clés pour en tout cas réfléchir. Et quand on reçoit cette question de ouais, je fais tel métier, machin, est-ce que je peux investir dans l'immobilier ? Voilà, c'est est-ce que tu gagnes ta vie ? Oui, c'est bien, forme-toi et investis quand même. Non, tu gagnes pas ta vie, change de taf. Ouais. Puis un truc aussi, je reviens un peu dessus, mais sur la vision du travail, je pense que c'est un peu générationnel. Et par exemple, nos parents, nos grands-parents, il y a toujours eu cette histoire d'épanouissement au travail, de dévotion au travail. La vérité, c'est que c'est des bullshit, en fait. Tout le monde travaille pour gagner sa croûte. Et je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'on peut clairement s'épanouir à fond dans son job. En fait, oui, quand on travaille 15 heures semaine, peut-être, mais sinon, l'humain n'est pas fait pour ça, en fait. Vous trouvez des choses qui vous font plaisir, c'est ça qui vous épanouira. Ouais. Et travailler, généralement, il y a toujours trop d'inconvénients, tu vois. Non, mais vraiment, des fois... Non, mais t'as raison, c'est les grandes boîtes, là, ils sont toujours là, ouais, l'épanouissement au travail, etc. Non, moi, je suis épanoui quand je suis chez moi, le soir, tranquillement. Quand je te vois la journée, je suis pas du tout épanoui, non. C'est ça, parce que vraiment... Tu me colles des réunions de merde toute la journée, non, ça m'épanouit pas du tout. C'est ça. Et vraiment, par exemple, tes potes sont avocats. Enfin, Julien, ouais. Il y a une bonne bande de potes qui sont quasiment tous avocats. Et vraiment, on avait l'impression que c'était the dream job. En fait, la vérité, c'est que c'est chiant même pour eux. Ils sont plus proches de la plantation de coton en Alabama en 1830 c'est super chiant. que de l'épanouissement, quoi, ça c'est sûr. Et moi, je réfléchis, les gens qui sont épanouis dans leur travail autour de moi, les investisseurs, les clients que j'ai, en fait, c'est des gens qui travaillent pas beaucoup. Ouais. Ils sont épanouis parce que ça donne un équilibre à leur vie, mais clairement, c'est parce qu'aussi, ils travaillent pas beaucoup. J'avais un rendez-vous cette semaine avec une dame qui était maître d'ouvrage, donc pour un gros SEM, Société d'économie mixte sur Montpellier. Et elle s'est mise à son compte il y a 3 ans et elle me disait que le constat, il était implacable en fait, que c'était aucun regret parce qu'elle travaille 3 heures par jour et qu'elle a le temps d'amener sa gosse à l'école, d'aller la chercher, de lui faire les activités, qu'elle vit comme une reine sur le peu de chiffre d'affaires qu'elle fait. Et elle dit c'est ça l'équilibre. Et c'est pas pour autant qu'elle aime pas son job, elle est maître d'ouvrage. Donc on vous l'a dit, c'est fait partie des métiers qu'on a cités. Mais voilà, elle l'adore parce qu'il lui permet d'avoir l'équilibre qu'elle souhaite dans sa vie. Et je pense que vraiment, il faut le garder à l'esprit. Personne ne s'épanouit au travail, encore moins quand on pose pour quelqu'un, je pense, et encore moins quand on fait autant d'heures par semaine que la plupart des gens. T'as entièrement raison. Moi j'ai exactement un peu un exemple similaire qui me vient. Après lui, en plus, c'était un peu différent. Il était chef d'entreprise sur des contrôles techniques et il a pété les plombs parce qu'il en avait marre des problèmes des salariés. Il a vendu ses contrôles techniques, ça lui a dégagé pas mal de cash
Et maintenant, il s'est lancé dans des projets d'investissement immobilier. Et honnêtement, c'est plus le même bonhomme. De la première fois que je l'ai rencontré, il venait me dire qu'en fait, il en avait marre, etc. Et où maintenant, il est en train de lancer des projets de dingue. Donc, malheureusement, je peux pas parler dans ce podcast parce que c'est des projets que tu peux facilement identifier. Mais franchement, c'est vraiment très stylé. Et enfin, pendant 1 heure, on a parlé de son projet parce que j'avais plein de questions à lui poser. Et là, tu vois qu'il est clairement beaucoup plus épanoui. Et que ça l'épanouit vraiment. Et pareil, moi j'avais mon patron cette semaine, il était en rendez-vous client et en fait il parlait avec le client et franchement, alors du coup je pense qu'il a oublié qu'on était là, mais du coup lui il disait qu'en vrai sa vie de rêve c'est en Espagne, dans son appart où il a voulu mer et que voilà, c'est vrai que s'il pouvait choisir, lui il irait vivre la Dolce Vita en Espagne, tu vois, je sais pas comment on dit en espagnol, mais en fait voilà, parce que pourtant il gagne très très bien sa vie, mais que en fait être à son compte c'est rempli de problèmes. Il a 3 DEM qui lui pendonnaient, il le sait pas encore. C'est la mauvaise surprise de fin d'année. Mais voilà, enfin réfléchissez-y quand même, recentrer le travail à sa bonne place et voilà. Parfait, je pense qu'on est sur une bonne fin d'épisode. Toujours pareil, pensez à nous régaler avec les 5 étoiles, les pouces bleus, etc. sur les différentes plateformes. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître, d'envoyer le podcast à des gens dont vous pensez que ça peut intéresser. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À la semaine prochaine. Merci à vous, ciao.